Donc, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Donc, vous venez de manquer un peu cette conversation entre Pierre Pajot. Bonjour, Pierre Pajot. Ils ont rien manqué. Robert Daudelin, voilà. Non, Robert qui est dans une forme exemplaire. Oui, Et même Georges qui a ri quelquefois. Et bon, ça sent le temps des fêtes. Il y avait la Ligue d'impro. Ça, c'est plus la Ligue du vieux poil. Ouais, je pense que c'est exactement. C'est vrai que c'est la Ligue du vieux poil. Et Guy Ménard à l'animation, Oui. parce que nous voulons parler. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose, Guy. Il m'avait dit de jouer aujourd'hui au président de l'Assemblée. Donc, on veut parler de l'année 2018, parce que ça reste que c'est une année qui, je veux dire, a été fort intéressante. Oui. Très intéressante. Je pense qu'on va commencer par le Québec. OK. Le Québec. Donc, Non, Il y a peut-être plus de films forts à l'international, mais d'accord, le Québec. Peut-être, mais si on regarde attentivement la liste des films québécois, on note une qualité cette année des documentaires. Documentaires, oui, je suis d'accord. Qui est assez extraordinaire. Oui. Bon, on a toujours eu des bons documentaires, mais cette année, c'en est une bonne. Oui, oui, puis c'est la somme. Parce que parfois, il y en avait un ou deux, mais là, c'est qu'on regarde la liste, c'est des 5, 6, 7, 8 documentaires fort pertinents. Il y a effectivement des titres très forts et il y a des documentaires qui ont eu une vraie carrière. Je veux dire, La part du diable de Bourdon. Bourdon, c'est... L'ONF a mis le paquet, mais tant mieux pour lui, mais le film a été vu à travers le Québec par des milliers de gens et des gens qui ont réagi. Ce que Luc nous raconte de ses projections à Rimouski, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, c'est que les salles réagissaient beaucoup. Pourtant, c'est pas un film facile. Non. C'est un film plutôt triste qui nous ramène à des années difficiles. Mais c'est sûr que c'était un des gros films de l'année. Puis le film sur Louise Le Cavalier sur son cheval de feu. Je me souviens d'être passé à la Cinémathèque un après-midi de semaine et il y avait une salle pleine dans la salle RSE de la Cinémathèque pour voir ce film-là. Et je sais qu'au total, c'est le film qui a le mieux marché au cours de l'année dans la salle de la Cinémathèque. Ah oui? Et Station Vue, on a refusé du monde. On a juste 40 places. Mais Louise Le Cavalier était là pour parler. Et non, c'est vrai, je l'oubliais un peu, Robert, merci. Parce que ce film-là, effectivement, on savait que Louise Le Cavalier, au départ, c'est un sujet en or parce que c'est vraiment une artiste au sens fort du mot. Mais le film lui rend hommage de façon... le film la célèbre très bien. Ça, c'est un très beau geste. Et il y a également, dans les documentaires de cette année, une ouverture à l'autre. D'Estérios. D'Estérios, oui. Qui était, je veux dire, une très belle découverte. Avec cette ouverture à l'autre. Et un film on avait reçu le réalisateur Anote Arch. Tu sais, le film qui avait été tourné en Russie. Ah, mon Dieu, tellement beau. C'est tellement visuellement, beau. Là, c'est un des beaux de l'année. Là. Un des beaux documentaires. Puis un sujet, je veux dire, qui est peu connu, mais tourné... Sur la ville très au nord. La ville minière fermée, une espèce de autarcie. Ah non, c'est un film étonnant. C'est un film étonnant. Et ça aussi, cette ouverture qu'on trouvait dans nos documentaires vers l'autre... mais c'est le cas de l'autre Rio aussi, par exemple, qui fait le contre-champ des Olympiques. L'autre côté du stade où les plus grands footballeurs s'affrontent. Tu as les gens qui squattent un édifice gouvernemental qui est inoccupé. Primas, le film de Laura Barry, c'est aussi l'autre. Ils sont devenus montréalaises depuis, les jeunes femmes, mais... Et puis moi, évidemment, mon coup de cœur, c'était le film de Serge Giguère. Lettre à ma mère, là, je l'ai mis, moi, dans mes 5 meilleurs films québécois parce que j'ai aimé... Je pense que c'est un vrai film. Je pense que c'est un film, là, c'est pas... Mais aussi le sujet. Ah, mais c'est un film formidable. C'est un film plein d'inventions. Plein d'inventions. Où Serge s'amuse beaucoup. Il bricole plein de choses. Tout le temps du film, il est en train de bricoler. Mais à travers ce côté ludique, c'est un document formidable sur l'histoire du Québec. Parce qu'à travers la famille Giguère... Mais lui aussi. C'est l'histoire du Québec racontée à travers son histoire familiale. Et pour moi, il y a aussi le film de Lesage. La rivière cachée. Ah, ça, c'est... C'est un... Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'est d'une c'est... poésie, là, et des petits tableaux
je veux dire, filmé dans une rivière complètement éloignée et qui nous ramène constamment encore là en contact avec le cosmos, là, avec les éléments de la nature, le rapport à l'autre, cette liberté qu'il se donne aussi au niveau de la narration. Mais c'est le sage qu'on connaît, là. Non, Jean-François. Le frère. OK, d'abord. Jean-François. Bon. Mais c'est ça, pour les gens qui n'auraient pas vu ça, c'est une proposition très simple. Il a installé sa caméra pendant 40 jours. C'est une installation, hein? Oui, au bord d'une rivière perdue qui n'est pas facile d'accès en plus. Et les gens qui débarquent là se retrouvent face à une caméra, puis ils se mettent à parler. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Et c'est un vrai geste de cinéma en plus parce que c'est pas cadré n'importe comment. Et c'est travailler sur le son. Par exemple, il prend un malin plaisir à augmenter le son de la présence de la rivière. Elle est augmentée. Tu sais, elle prend une place d'un vrai personnage dans le film. Ah, c'est un film magique. Mais c'est vrai, une rivière, moindrement qu'elle est un peu tumultueuse, elle est extrêmement sonore. Voyons donc, j'ai vécu ça. Mais j'ai pas vu. C'est un que j'ai pas. Faut le voir. C'est intéressant parce que Jean-François l'avait mentionné, c'est quelqu'un qui a vécu un peu en Chine. Et quand tu vois les vieux tableaux chinois où, je veux dire, la nature, l'homme, le ciel, la terre, tu vois une certaine forme d'harmonie dans le cadre. Ouais. C'est comme s'il avait reproduit un petit peu tout ce rapport, ces connaissances qui étaient cherchées en Chine. Oriental ici. Oui, et les transposer à notre monde, à nous. C'est confirmé d'autant plus qu'à la fin du film, débarque un couple chinois qui a une conversation qu'on a du mal à saisir. Hein? Bon, c'est très, très curieux, cette conversation-là. Mais c'est magnifique. C'est un film qui dégage une poésie là, de bout en bout. Ah, c'est un des grands moments du cinéma québécois. Bref, Guy, tu as raison, nous en avons plusieurs. Non, il y en a beaucoup. Oui, puis Ensemble qu'on a reçu ici. Ah oui, Ensemble. Oui. Le film de Jean-Nicolas. Moi, j'ai bien aimé la façon, parce qu'il y a la superstar Nézet-Séguin, mais lui, il a compris que ce serait intéressant d'aller voir à côté, pas juste le Kodak sur Nézet, mais les Kodak, allons voir ces musiciens. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que le statut du documentaire, puis on l'a vu, là, on sort un peu du Québec, mais pour parler des rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui était une très, très grande année, et on s'aperçoit que finalement, la recherche formelle, les propositions cinématographiques sont beaucoup plus intéressantes en documentaire qu'en fiction. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes fictions, mais actuellement, ça avait débuté, je pense, depuis il y a quelques années. Mais essentiellement, les films québécois qui sortent du lot... C'est devenu clair que c'est des gestes de création. D'ailleurs, l'année qui nous attend, là, ça démarre avec des gros trucs. Hein? Premières armes que certains ont pu voir au RIDM, de Jean-François Kessy, qui sort début février, je pense. Soleil noir, un film incroyable d'un cinéaste que je ne connaissais pas, Julien Elie, sur le Mexique, sur la violence comme élément de la culture mexicaine. Impetus de Jennifer Allen. Ça, j'ai hâte de voir Impetus, Jennifer. Xalco de nos amis Inde et Sami sur le village d'origine au Kurdistan, le village d'origine de Sami. Mireille Dansereau qui revient avec un documentaire qui a l'air très, très étrange. Si j'ai bien compris, elle a hérité de la collection de films porno de son père. À partir de ça, elle fait une réflexion sur la femme. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça, c'est juste des trucs que j'ai glanés au passage. Tous des films, des documentaires québécois qu'on va voir début 2019. Donc, ce qu'on célèbre pour 18, ça continue. Il y a une vitalité formidable dans le documentaire au Québec actuellement. Je sais aussi que, du 19, je regardais les films qui ont été acceptés par la SODEC. On voit de nombreux films réalisés par des femmes. Il y a Anne Aymon qui nous revient, il y a Marquise Lepage, il y a Micheline Mancteau, il y a la réalisatrice qui a fait Le DEP, là, mais je me souviens plus de son nom, en tout cas. Fait qu'il y a toute une série de films réalisés, des longs-métrages de fiction, là, on passe peut-être dans la catégorie, qui arrivent, qui sont promis pour 2019. Là, je pense qu'il va y avoir un équilibre davantage, là, hommes-femmes. Et ce qui est particulier en fiction au Québec en 2018, c'est qu'on voit qu'il y a un écart très important entre les goûts du public et les goûts des cinéphiles. Parce qu'il y a 3 films qui ont sorti au box-office, un petit peu, je veux dire, du lot. 1991, le film de Denis Arcand et La Bolduc.
Ouais. Et je suis pas certain que cinématographiquement, c'est les 3 films les plus intéressants. Et là, on va se retrouver devant un fameux dilemme. C'est pas des très mauvais films non plus. Moi, je ne suis pas si très mauvais, mais c'est pas les œuvres cinématographiques que nous, on défend. Je suis d'accord. Ou non. Mais je pense pas que le Denis Arcand est un très grand Denis Arcand. Ben, c'est meilleur que le règne de beauté. Bon, c'est relatif. C'est plein de redites. Ça fait du réchauffer un peu. Oui, c'est ses premiers films, un peu, etc. Mais c'est ça. Puis à côté de ça, on va à l'extrême avec des trucs comme En entendant Avril, le film d'Olivier Godin, ou la version nouvelle de Mikhail Yarouchevski, où là, on se permet des films aussi hors sentier que ça, qui ont une qualité expérimentale extraordinaire. Mais c'est sûr qu'ils ne sortent pas au quartier latin pendant un mois. Olivier Godin, mais ils existent. Et dans le cas d'Olivier, il a même été sélectionné à Berlin avec ce film-là. Donc, c'est des films comme certains autres cinéastes. Olivier, c'est comme Denis Côté. Là, il commence à se faire un nom, je trouve, d'Olivier. Il commence à être connu comme intransigeant et... Hein? Mais on se retrouve devant 2 types de cinéma. Il y a des choses entre les deux, là, tu sais, là, le Chien de garde ou bon, c'est... Oui, mais je regardais, Pierre, effectivement, pour nous, Chien de garde, mais au box-office... Ah non, ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas marché. Ça reste que c'est des niches très, très pointues qui, oui, peuvent recevoir des nominations à droite et à gauche qui nous font plaisir, mais il y a un écart très important entre ces films-là et le goût des publics. Comment marche à tous ceux qui ne me lisent pas? Qu'on a plutôt aimé, nous autres. Est-ce que ça... Je sais que les premières semaines, c'était OK. Je sais pas si il est encore en salle. Oui. Il est encore en salle. Parce que moi, j'avais les derniers chiffres que nous a envoyé Charles-Henri, là, puis il n'était pas trop déjà dans les chiffres, là. Je pense pas. Parce que autrement, les films, moi, qui m'ont interpellé, c'est des petits films comme Oscillation de Kinam Leduc qu'on a reçu ici, qui est un film très, très attachant, puis qui, moi, s'en va dans des marges, là, qui travaille les marges. Et ça, ou le film qui a été primé, Mad Dog La Biche, ça c'est Labine, plutôt. Labine. Qui est un premier film de gars fraîchement sortis de l'école de cinéma, mais il y a une dynamique, là, une énergie là-dedans qui fait plaisir à voir tout de même. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des films qui ont aussi des propositions. Oui. Et un peu comme le documentaire. Oui, parce qu'effectivement, Mad Dog La Biche, parfois, c'est réussi, parfois, ça l'est moins, mais tu sens une énergie. Tu sens un goût pour faire du cinéma. Et c'est peut-être là aussi qui est l'avenir du cinéma québécois pour les prochaines années. Puis le fait, je veux dire, qu'il y ait des petites salles qui voient le jour, comme le cinéma moderne. Oui, c'est ça. Le fait que la cinémathèque... Dans le sujet dont il fallait mentionner l'ouverture d'une petite salle comme cinéma moderne, là, parce que, tu sais, on a besoin de lieux, là. On revient presque aux anciennes salles. Là. Il y a juste un écran, là, pas un multiplex, hein? Et donc, sa programmation est rigoureuse. Et il y a aussi dans le coin de Québec, là, Robin Plamondon qui rouvre lui, c'est un petit multiplex, la Redeville. Donc, il y a encore des lieux de diffusion sur écran, j'espère, parce que... Mais il y en a plus, puis il ne faut pas oublier la Cinémathèque. Ah oui, la Cinémathèque. Oui, la section... RSC, qui permet beaucoup à ces films d'avoir une niche. Parce que même en documentaire, on n'a pas parlé, mais il y a 13, un ludodrome de Walter Benjamin, qui est magnifique. Et que si la Cinémathèque ne l'avait pas présenté, ce film de Carlos Ferrand n'aurait été jamais vu. En plus que le film a correctement marché. Hein. Il devait initialement, avec retard, tout à coup, il prend l'affiche supposément pour 3 soirs, mais ça a été repris dans les semaines qui ont suivi. Et c'est un film que, moi, le soir où je suis allé, je voulais le revoir, et les 2 copains sur qui je suis tombé étaient là pour le revoir aussi. Alors ça, c'est toujours très bon signe pour la vie d'un film, si il te ramène... puis c'est pas 5 ans plus tard, là, c'est quelques semaines plus tard qu'on était là pour le revoir. Tu as raison, je tiens à mentionner aussi la Cinémathèque. Évidemment, ce rôle lui est arrivé beaucoup avec la fermeture de l'Excentrice. On connaît à peu près l'histoire, mais néanmoins, elle remplit un rôle. Une Cinémathèque, partout dans le monde, une Cinémathèque, ça a un rôle à remplir. Puis en faisant sa section art et essai,
Mais là, ce décor-là est en train de se redéfinir dans les mois qui viennent. C'est intéressant de voir comment ça va s'équilibrer. Oui, peut-être. Entre le beau bien, le cinéma du parc, peut-être le cinéma moderne, peut-être le cinéma du musée, peut-être du musée, on va voir là. Le musée, c'est une très grande salle. Oui, c'est trop grand tant qu'à moi, mais bon. C'est un peu excentrique par rapport aux autres. C'est pas les mêmes quartiers qui sont desservis par cette salle-là. Mais quand même, c'est quelque chose à suivre de près. Mais c'est Burning. C'est déjà un plus beau problème que ce qu'on a déjà eu au Québec. Oui. C'est juste de trouver de la programmation. Il y a toujours Station Vue qui existe. Oui, toujours. 4, 5, 6 janvier, 3 jours, on présente Roma, imagine, sans arrêt, 3 fois. Bravo, Pierre. Et sais-tu quoi? On a plein de réservations. Le film va marcher, c'est incroyable. Je suis assez heureux pour le film. OK, continue, Guy. Non, mais on va prendre une petite pause. OK. Puis on va donner une petite musique choisie par Georges. On ne sait pas c'est quoi, c'est une surprise. Et nous allons revenir pour la section internationale. Amanhã já tá tudo acabado. Hoje mesmo eu saio daqui. Liga pro Mendonça e manda esse recado que hoje eu durmo em Saquarema. Amanhã não tenho aonde ir. Manda um beijo pra Dona Iracema. Pra ela não se preocupar. Diga que eu dou um jeito nesses problemas, que amanhã é um novo dia, que eu arranjo onde morar. Quando for pra derrubar meu barracão, quando receber a ordem do juiz, pode me chamar, não tem problema não. Mesmo que me faça pena, foi aqui que eu fui feliz. Quero chorar assistindo a cena, ver desmoronar minha casinha, que apesar de simples e pequena, para mim era um castelo. Era tudo quanto eu tinha, para mim era um castelo. Era tudo quanto eu tinha, para mim era um castelo. Era tudo quanto eu tinha. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous poursuivons notre couverture de l'année cinématographique 2018. En mentionnant que l'Association québécoise des critiques de cinéma a remis son prix annuel du long-métrage international pour le film en 2018 à The First Reform de Paul Schrader. Et je sais, toi, Robert, que c'était un de tes choix de l'année également. C'est un film que moi, j'avais découvert au Festival de Toronto. J'étais allé là parce qu'un ami Toronto m'a dit « Tu peux pas rater ça ». Il m'a dit « Moi, Schrader, c'est un cinéaste terriblement inégal. Il n'a pas fait de film. » Ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas fait de film. Ça fait longtemps. Une mèche qui n'a rien tourné, mais effectivement, c'est un film extraordinaire à toutes sortes de niveaux, mais à cause de tous les thèmes qu'il aborde, Schrader, c'est un gars préoccupé de morale dans tous les films qu'il a fait. Il y a toujours cet aspect-là. Mais là, c'est comme si ces 25 ans d'inactivité, quand il revient, tout ce qui constitue le tissu social de notre quotidien est là. Et il y a une idée extraordinaire dans ce film-là, c'est que la lutte, les luttes écologiques peuvent devenir un peu comme la spiritualité de notre société actuelle. Et c'est ça que le film essaie de nous dire. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que c'est clairement
le journal d'un curé de campagne de Bernanos, mais c'est davantage l'adaptation de Bresson qu'il reprend. On est plus près de Bresson que de Bernanos, de fait, mais c'est une entreprise étonnante venant d'un cinéaste, il y a 77 ans, je pense, puis surtout, comme vous l'avez mentionné, dont on n'avait pas entendu parler depuis très longtemps. Très longtemps. Et c'est surtout qu'il y a une rigueur esthétique, il y a un propos à ce film et une façon, je veux dire, de lire l'histoire de l'Amérique actuelle, je veux dire, avec une virulence, je veux dire, hors de l'ordinaire. Faut pas raconter le dernier plan, mais c'est nous couper le souffle. Mais au-delà de ce propos-là, c'est vraiment, pour moi, c'est la rigueur esthétique que je retiens de ce film-là. Tous les plans sont pensés, les cadres sont justes, il y a une réflexion. Et c'est bien parce que ça s'inscrit dans cette tradition des cinéastes américains qui ont connu la pellicule, je dirais, avant la vidéo et qui savaient cadrer. Hein? Bon, je dirais, oui. Ah non, c'est un film admirable et moi, je suis très content que ça a été mis de l'avant par les critiques. Mais cette année, il faut reconnaître que notre association, ça va nous permettre aussi de parler de certains autres films, au niveau international, avait des choix, je dirais, qui étaient fort judicieux. Oui. Parce que Burning de Shandong... Le mien, c'était Burning, mais je n'ai pas vu le film de Shandong. Bon, mon choix, c'était Burning. Attends, c'est Burning. Moi, j'aime beaucoup Burning. Ah oui. Mais écoute, le film de Koreeda que j'ai découvert... le Koreeda, qui s'appelle comment en français? Ils ont dit une affaire de famille. Le titre français est intéressant, mais le titre anglais, Shoplifters, lui, il renvoie au petit métier de la famille. Et non, je connais tous les films de Koreeda, mais celui-là était le plus... mais pour moi, c'est ça. Koreeda est un humaniste de film en film. Il y a toujours ça comme contexte moral. Mais c'est d'une limpidité, le travail de Koreeda. C'est un cinéaste très particulier. J'aime beaucoup ce film. Mais je trouve que dans ce dernier, pour les gens qui connaissent un peu Koreeda, qui ont vu ses anciens films, dans ce dernier, il nous amène dans une genre d'espèce de méchanceté. Hein? Il y a quelque chose d'un peu plus noir dans ce film-là que tu avais moins dans les autres. Les autres, c'est parfois c'est un bon enfant. Oui, là, il y a de la malignité. Je veux dire, il y a des personnages malins. Mais il y en a toujours un petit peu dans d'autres films. Là, aussi. Oui, il y a toujours un noir chez Koreeda. Mais dans ce film-là, c'est pour moi plus assumé. C'est plus assumé parce que, il y a cette famille qui reçoit des enfants, je veux dire, de la rue et qui les adopte et qui en prennent possession, disons. Puis là, on se demande toujours comment ça va arriver par se terminer toute cette histoire-là. Et il y a un renversement, parce qu'on ne va pas tout mentionner, tout dire, mais il y a un renversement qui fait que là, effectivement, Koreeda, il devient un peu plus noir par rapport aux actions posées par cette famille-là. Et toujours ce questionnement sur le sens de la paternité, hein, parce que pour lui, c'est extrêmement important. Ça, c'est pas la première fois. Ça a toujours été en deux films. Moi, je viens d'avoir écrit sur les films précédents aussi, je disais comment... C'est pas nouveau, l'idée que la famille, comment je dirais, d'amitié est plus importante que la famille de sang, là, que la famille génétique, oui, mais c'est pas ça parfois qui est le plus important. Il a déjà dit ça, mais là, il l'a dit d'une façon... Moi, en tout cas, qui m'a peut-être touché un autre davantage. film qui traite de la famille, mais de façon bien différente, c'est Le Poirier sauvage. On parle des films récents, là, parce que la fin de l'année est tellement riche. Ils sont tous arrivés à la fin de l'année. C'est étonnant, mais Nouri Bilge Ceylan, c'est un cinéaste coriace, majeur, effectivement. Et pour moi, Le Poirier sauvage, c'est un film où il a trouvé un équilibre qui n'était pas toujours totalement présent dans ses films précédents, mais c'est un film immense. Mais ce qui est rassurant, ça marche en plus. Il y a des gens, paraît-il, en salle pour voir le film. Ça, c'est formidable. Moi, je mentionnais le samedi du premier week-end à 13h30. Ça faisait la queue au cinéma Beaubien pour aller voir Le Poirier sauvage. Donc, ça nous dit qu'il y a quand même... Il y en a qui avaient
Mais ça nous dit qu'il y a quand même des gens qui, je veux dire, s'intéressent à des films qui parfois sont plus exigeants. Oui. Puis c'est un film, quoi, de 2h40 de mémoire, là. Je vois là, de mémoire. Mais c'est quand même un film avec une durée qui passe extrêmement rapidement. Je dirais qu'il passe plus rapidement que beaucoup de films de 90 minutes. Et il y a des scènes dans ce film-là, il y a des rencontres, entre autres, là, entre les gens qui vivent autour du poirier, dans un certain sens, là, qui, je veux dire, sont des pièces d'anthologie. Oui, c'est magnifique. C'est un des grands réalisateurs vivants. Là, pour moi, là, dans la liste, là, c'est toujours en haut de la liste pour moi depuis moi, je reste dans la famille parce que je pense, parce qu'on parle de famille, à La Villa. Le film de Guédiguian. Je l'ai pas vu. Je sais que je me fais traiter de ringard par certains de mes amis quand je célèbre ce film-là, mais moi, je trouve que c'est un film magnifique et c'est le film le plus réussi, je pense, que Guédiguian ait jamais fait. Ah oui? C'est le premier, là, parce qu'il a fait des choses... Ah, mais ce film-là, c'est incroyable parce qu'en plus, c'est un film qui parle de la mort, de la vieillesse, de la famille, exactement dans les termes que tu en parlais tout à l'heure. C'est quoi la nécessité, l'urgence d'appartenir à une famille. Et en plus, il se cite lui-même à l'intérieur de ce film-là. C'est comme s'il faisait le point, Guédiguian. Un film testament, quoi. 70 ans. C'est pas vraiment un testament, mais il fait le point. Il a déjà fait tout de même, je sais pas, une vingtaine de films, hein, Robert? Et là, tout à coup, il fait le point. Mais c'est un film que je trouve très réussi. Mais moi, je voulais juste revenir parce qu'on a parlé assez rapidement de Burning. Je persiste à dire que le film de Lee Chang-dong a une poésie, je veux dire, et principalement des ruptures narratives. Au niveau du scénario, c'est un des très beaux scénarios de cette année, de réussir à nous convaincre, finalement, de cette relation qui pourrait exister entre cet homme et cette fille. Triangle amoureux. Là, il y a comme un triangle amoureux par la suite, mais tout est tellement artificiel dans ce film-là, mais finalement réussi, je veux dire, à dépasser l'artifice et à nous questionner, sur l'amour, sur quand on parlait de famille, mais des familles qui n'existent plus parce qu'ils sont cachés, parce que le père est décédé, sur cette terre un petit peu là, isolée. Et c'est un film qui... Il y a un peu de classe sociale là-dedans aussi, hein? Exactement, il y a les classes sociales, la bourgeoisie coréenne du Sud, d'une part, mais également il y a un regard qui lui passe un peu inaperçu, mais qui est assez politisé, parce que ce petit village ou ce lopin de terre est, je veux dire, à la frontière de la Corée du Nord. Donc, le regard que tu as, c'est la Corée du Nord et cet échange qui existe dans ce triangle amoureux entre les deux garçons et le Sud versus le Nord. Donc, il y a beaucoup d'allusions politiques dans ce film-là qui peuvent être perçues comme ils ne peuvent être moins vu, mais qui n'enlève rien à la valeur du film. Et les comédiens sont, je veux dire, exemplaires. Oui, mais en plus, c'est un travail de mise en scène à couper le souffle. Mise en scène. Pour créer des espaces, c'est un maître, ce cinéaste. Et puis pour moi, c'est des ruptures narratives que dans ce film-là. On change, je veux dire, d'un registre à un autre. Il y a même un moment, quand tu danses, c'est comme, c'est quoi, tout à coup, il y a une danse qui arrive. Il y a des moments... Il y a un film qu'on oublie parce qu'il est sorti tout en début d'année. Et de fait, c'est un film de 2017. C'est Phantom Thread de Paul Anderson, qui est un film d'une maîtrise à couper le souffle là aussi. Pour moi, c'est un très, très beau film, à multiples dimensions. Mais il est arrivé... Anderson, c'est un cinéaste d'une originalité étonnante. Je veux dire, il est arrivé à une capacité de maîtrise sur son travail maintenant. Et ce film-là, c'est exemplaire du type de travail. Puis, il est insaisissable parce que d'un film à l'autre, le film précédent, Inherent Vice, c'est à l'opposé de celui-ci, au niveau de l'écriture aussi bien qu'au niveau mais sa moyenne au bâton est pas mal bonne. L'ensemble de ses films. C'est étonnant. C'est étonnant. Je sais que Pierre, toi, tu avais beaucoup aimé, c'est Loveless. C'est quoi ça? Le film russe dans la famille. Ah, mon Dieu, oui. Quand on parlait de famille, moi, j'ai donné le prix de Fipresci
à Tesnota, moi, je retiens toujours le titre russe parce que c'est comme ça que je l'ai reçu à l'époque. C'est le cinéaste de Léviathan. Exactement. Ah, mais ça, c'est un cinéaste. Et là, donc, moi, c'est... Parce que ça, c'est sorti en février, puis on l'a comme un peu oublié. Oui, mais c'est le premier plan, là, avec le garage, c'est claustrophobique et puis tout ça. Là, tu as un personnage de femme, puis tout ça. Puis, oui. Et moi, c'est un film... J'ai donné un prix. Je suis très fidèle à mon vote et donc, c'est un des... Je l'ai mis dans un de mes 5, mais personne n'a retenu ça. Parce que, tu sais, ça, c'est comme passé inaperçu. Il y a un film en fin d'année que beaucoup de gens ont aimé, c'est Transit de Petzold, le film allemand. Qui est étonnant aussi comme réflexion politique. Encore là, c'est le film d'un cinéaste qui maîtrise son travail beaucoup, mais c'est une histoire de résistance classique là, de quelqu'un qui essaye de fuir au moment de Vichy, mais filmé dans la Marseille actuelle. Alors, c'est extraordinaire comment il joue de ça, cette situation impossible, et ça marche. Et c'est un film extrêmement émouvant où toute l'idée, mais en plus, dans le contexte des migrants, de tous ces gens qui bougent sur notre planète et qui n'arrivent pas à trouver un endroit où s'ancrer, le film est d'une pertinence formidable. As-tu un mot de Roma? Roma, je ne l'ai pas vu. Ah, OK, d'abord. Moi aussi, j'ai pas vu le Guédiguian, j'ai pas vu Guédiguian. Robert, lui, était un peu plus nuancé. Ah non, moi, c'est un des films, c'est un de mes 5. J'ai mis Burning en premier ou j'ai le Coréda, mais c'est un des 5. Mais somme toute, l'année 2018 a été quand même une année assez intéressante, là, parce que souvent, on dit toujours la même chose. Après tout, c'est pas une grande année, il n'y a pas de grands films. Mais lorsqu'on regarde un peu avec un point de vue objectif de l'extérieur, l'année, puis on oublie Happy Face également à la Cinémathèque. Ah oui, Happy Face, oui, je l'ai vu. Donc, on pourrait en ajouter. Ça, c'est un désastre, parce que pour moi, Happy Face, Happy Hour. Happy Hour, pour moi, c'est la découverte de l'année. Et il n'y a pas grand monde avec qui on peut en parler. Le film est sorti en juillet à la Cinémathèque. Et c'est un film qui dure 6 heures. Alors... non, je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est okay. Denis Côté l'a vu. Denis, oui, je ne suis pas surpris. Il a beaucoup aimé ça. Alors, on peut se rabattre sur Denis pour parler de Happy Hour. Avez-vous vu le film de Denis qui s'en va à Berlin? Parce qu'il y a eu une projection... Oui, mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, Pierre. OK, on l'a vu, mais on ne peut pas en parler. Adapté d'un roman québécois, cette fois-ci. Oui, c'est ça. Publié aux Herbes Rouges. Oui. Mais toujours dans les mêmes termes. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours le même univers de Denis Côté. Un plan à 30 pieds avec le personnage de dos, mais qui procure de l'émotion. Ou à peu près en campagne. Non, mais ça va venir. Je n'ai pas de droit. Continue, Guy. Ramène-nous à l'ordre. Non, mais tout à l'heure, tu as mentionné la richesse des rencontres internationales du documentaire de Montréal. On pourrait en parler 1 heure de temps, parce que le nombre de films extraordinaires qu'on a pu voir en 10 jours, là, en commençant par la découverte qu'a été Maria Augusta Ramos, la Brésilienne qu'ils avaient invitée avec 6 ou 7 films, et son film le plus récent, Au procès, sur le procès, qui était le procès de Dilma Rousseff. C'est un film politique incroyable, c'est un vrai coup de poing. Et tout le programme, je veux dire, c'était jour après jour. On était essoufflés déjà après 3 jours, mais essoufflés parce qu'on voyait trop de choses qui nous secouaient. Et on ne pouvait pas tout voir. On ne peut jamais tout voir. On peut jamais tout voir. Mais ce qui est fort, en tout cas intéressant, c'est que, je ne sais pas pour 2019, mais pour 2018, lorsqu'on regarde l'ensemble, en tout cas de la cinématographie, je veux dire, il y a eu des grands films. Des grands films. Et c'est, pour moi, c'est un cri d'espoir dans un certain sens, parce qu'à chaque année, on vient avec l'idée, est-ce que c'est la mort du cinéma? Il y a plus de salles. Non, mais il n'y a plus de salles de cinéma. On a retrouvé des salles de cinéma. On est confronté à des œuvres majeures. Il y a des spectateurs. Il y a des spectateurs. Donc, il y a quelque chose là qui va peut-être les films qu'on vient de parler, c'est pas « j'ai eu une soirée sympathique samedi soir ». C'est pas de ce niveau-là. C'est des films qui viennent nous chercher. Mais qu'on peut, 5-6 mois après la projection, on en parlait encore. Et c'est des films coup de poing. C'est des films qui... Des coups de cœur. Puis qui déstabilisent les spectateurs. Puis ça, c'était magnifique, parce que même aux rencontres du documentaire, souvent les gens sortaient et disaient « j'ai vu quelque chose que je pensais jamais voir ».
Et cette curiosité les amenait par la suite, je veux dire, à poursuivre, je veux dire, leur parcours cinématographique et ce que nous nous invitons à faire en 2019. Donc, merci beaucoup à Georges à la régie, Pierre Pajot, fidèle collaborateur, Robert Daudelin, également fidèle collaborateur, Guy Ménard à l'animation. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Bonne année.